l'anatomie de l'étage antérieur de la base du crâne. Comme vous savez tous, la boîte crânienne est une cavité inextensible abritant le parenchyme cérébral. Et cette boîte a une forme ovoïde à grand axe antéro-postérieur, donc comme vous voyez, avec qu'on peut décomposer en deux parties, une partie supérieure qui est convexe, qu'on appelle la voûte crânienne, une partie inférieure qui est disposée en marche d'escalier, qui est la base du crâne, qu'on va étudier par la suite. Donc, cette base il dispose d'une face exocrânienne faisant face à la cavité nasale et au sinus et à l'orbite, et une face endocrânienne qui abrite l'encéphale. La limite, comme vous voyez, entre la base du crâne et la voûte est représentée par un plan oblique passant par le sillon nasofrontal ou ophréon, le ptérion et enfin la protubérance occipitale externe en arrière. Puisqu'on a défini un petit peu ce que c'est la base du crâne, donc qu'est-ce que c'est l'étage antérieur? Il est appelé aussi étage étymodofrontal. Il est limité en avant et latéralement par la portion verticale de l'os frontal, comme vous voyez ici, et en arrière par la petite aile de sphénoïde. Ici sera une image réelle. Et au total, donc l'étage antérieur, si on veut dire, il est formé par trois os, c'est l'os frontal, l'étymodal et le sphénoïde. Donc, si vous permettez, on va vous faire un petit rappel anatomique de l'ostéologie de l'étage antérieur, de la base du crâne, avec les orifices, les méninges et les différents rapports vasculo-nerveux. Commençons tout d'abord par l'os frontal. Comme vous savez que c'est un os impair médian symétrique. Il limite en avant l'étage antérieur, comme on vient de dire. Il chapeaute la face. Donc, il est formé par une portion verticale, une portion horizontale. Au centre de l'éthymoïde, on a l'éthymoïde. En avant, on a l'os nasal avec les maxillaires, un maxillaire supérieur. Latéralement, en avant, on a l'os malaire ou l'os zygomatique. Et latéralement, en arrière, la gantelle synoïde. Et avec le sinus synoïde, bien évidemment. Et en arrière, on a les os pariétaux, comme vous voyez dans ce schéma de Pachycope sagittal. Et il faut savoir aussi que ça constitue l'étage, le plafond de l'orbite. Donc, sur le schéma à droite, c'est une vue antérieure de la partie exocrânienne de l'os frontal. Donc, au centre au-dessus de l'épine nasale, on a la suture métopique. Et latéralement, au-dessus de l'arcade orbitaire, on a les arcades sociales qui prolongent la glabelle. Et latéralement, plus haut, on a les bosses frontales. Dans l'épaisseur de la paroi, au niveau de la glabelle, on a le sinus frontal qui constitue de demi-sinus très développés en forme de pyramide inversée, souvent dans les cellules étudiées par elles dans le médian. Donc, dans la face endocrânienne qui est sur le schéma à gauche, on a au centre en bas le trou frontal au étymodal, qu'on appelle le trou borné. Et au milieu, il y a la crête. La crête, vous voyez, c'est la crête frontale qui dessine deux lèvres par où passe le sinus, la gouttière du sinus latéral supérieur, qui sert aussi d'insertion de la faux du cerveau. Latéralement, il y a présence des granulations de Pacchioni. De chaque côté, on a les fosses frontales au loge le lobe frontal. Et latéralement, il y a les bosses orbitaires. Et ici, en parlant de deuxième os, c'est l'os étymodal, qui est un os impair aussi, médian et symétrique, et qui a une forme de balance de justice pour se rappeler. Il est formé par une partie horizontale qui est la lame criblée, deux masses latérales chacune aux extrémités de la lame horizontale. Au milieu, il y a une lame verticale composée de la crista galée, comme vous voyez ici, avec la lame perpendiculaire. Il faut aussi noter qu'il y a deux cornets constants, le supérieur et moyen.
Il y a ici les rapports, différents rapports de l'os étuminal. Donc en haut, il y a l'os frontal bien évidemment, et latéralement, il y a en haut les ingus, latéralement en bas il y a les maxillaires supérieurs, en bas il y a le vomer et en arrière l'os phénoïdal. Donc troisième rapidement, c'est l'os phénoïde qui est aussi un os qui est aussi un os médian, symétrique, et impair. Et il est en rapport avec la majorité des os du crâne et il a une influence très importante sur la face. Il est composé du corps au centre avec les apophyses latérales, grandes, le petit phénoïde avec les apophyses inférieures. Ces rapports, en arrière, on a l'occiput, en haut, il y a les pariétaux, et en avant, on a l'os frontal, et latéralement, les os temporaux, avec en avant les thyroïdes. Et il faut noter qu'il y a le sinus sphénoïdal qui est constitué de deux cavités pneumatiques asymétriques développées dans le corps de l'os sphénoïdal qui sont séparés par la cloison et qui s'ouvrent dans la partie postérieure défendue par l'ostium sphénoïdal. Donc ici c'est un vue réel, donc bien évidemment. Donc l'assemblage de ces trois os va donner l'étage antérieur. C'est une image réelle de la partie endocrine de l'étage antérieur. Donc on peut subdiviser en deux portions, il y a une portion médiane et deux portions latérales. Sur la portion médiane qui commence par l'apophyse cristagalli et la lame criblée avec le planum et jugum en arrière. Donc sur la partie latérale, il y a celle qui couvre l'orbite et le canal optique qui est en bas bien évidemment, ils sont ici par le trou optique, qui est formé par la portion horizontale de l'os frontal et la petite tête sphénoïde. Et sur la ligne médiane, il faut insister qu'il y a un trou ici, c'est le passage du veine émissaire avec la lame criblée qui est composée des orifices ici qu'on arrive à voir difficilement et qui livre passage au rameau du filets nerveux olfactifs qui vont se réunir par la suite ici au niveau du bulbe olfactif. Ici, on voit la face exocrânienne de l'étage antérieur. Donc, il est formé par une partie médiane qui est le sinus frontal, l'étumidal et sphénoïdal et au fosse nasal. Latéralement, de part et d'autre, il y a l'orbite avec l'os maxillaire supérieur. Donc, le sinus, il faut en parler un petit peu. C'est une cavité aérienne, parfois absente en cas de génisule, plus souvent paire symétrique. Et il constitue une zone de faiblesse au milieu du front, au-dessus des orbites, mais dans une certaine mesure, c'est une zone d'absorption de choc crânio-osseux. Il comporte un seul système de drainage qui constitue par le canal nasofrontal, situé en arrière, qui le fait communiquer avec la fosse nasale correspondante, plus souvent au niveau du meilleur moyen. L'atteinte de ce canal est importante à Rocanade car il peut être cause de complications en cas d'obstruction. On a bien dit que la face exocrânienne est formée aussi par l'orbite. On va en parler, si vous permettez rapidement. L'orbite osseuse, si on veut dire, est une cavité profonde, ouverte, qui est en forme de pyramide quadrangulaire avec 4 parois. Le toit, il est formé par l'os frontal et la partie horizontale de l'os frontal et en arrière par la petite aile du sphénoïde. Latéralement, il y a l'os malaire, ici, où il y a l'os zygomatique, avec la grande aile sphénoïde. Le plancher, il est formé par l'os éthymoïdal, l'os palatin et la l'apophyse orbitale du malaire, avec la face supérieure du maxillaire supérieur. On a la paroi médiane, on a l'os lacrymal et l'os maxillaire qui forme la fosse du sac lacrymal. Donc, bien évidemment, comme on a dit, le crâne est une enceinte inextensible qui sert de protection, mais pas de prison. Donc, il doit permettre des échanges avec la périphérie par un système de trous. Ici, j'ai rapporté ce schéma.
Il montre le trou de la lame criblée, comme vous voyez ici, qui est le passage entre l'étage antérieur et la fosse nasale, et le passage au rameau du nerf olfactif avec la branche létumodale antérieure. Puis en avant, on a le fente échinoïdale qui permet le prolongement de ici où se prolonge la diurmère. Et en dehors de cette fente, on a le trou échinoïdal qui est le passage au nerf nasalentin qui est une branche de 5A avec l'artère échinoïdale antérieure. N'oublions pas aussi qu'il y a deux canaux échinoïdaux-frontaux, c'est antérieur et postérieur, qui va au passage nasal et l'artère échinoïdale antérieure. Et plus spécifiquement la postérieure est au passage au nerf sphygmoïdal de l'ischium avec l'artère échinoïdale postérieure. Donc les orifices de l'orbite, bien évidemment, il y a le foramen, il y a le canal optique. Si on veut dire, c'est le canal optique qui est un nerf qui permet c'est un nerf optique, l'artère ophtalmique, la visure orbitaire supérieure qui est le passage du nerf 3, 4, 5, 1 et 6 avec la veine ophtalmique supérieure. La visure orbitaire inférieure qui est le passage du 5-2 avec la veine ophtalmique inférieure avec les fibres parasympathiques. Dans le schéma à gauche, on voit le trou borne qui est le trou frontal entre le thymoïde et le frontal qui est lié au passage à la veine borne, on appelle la veine frontale avec un prolongement de les rapports de la diurmère en ce qui concerne la diurmère. Donc, bien évidemment, il revêt la totalité de l'étage antérieur, il tapisse la lame criblée et s'invagine dans chaque orifice. Il adhère en dedans à l'apophyse cristagalée avec la petite tête sphénoïde, les clinoïdes, jugorne, les sexures sphénoïdales. Et donc, il faut savoir que ces zones d'adhérence et ces points d'ancrage constituent des lieux de fragilité durable qui facilitent la déchirure de diurmère lors d'un traumatisme crânio-facial. La diurmère, il faut noter que la diurmère à ce niveau est parcourue par de rameaux artériels dans l'artère, dans des branches qui la vascularisent, dans l'artère, qui viennent de l'artère méningienne, qui viennent de la carotide interne, qui viennent de l'ophtalmique étudiale. Il faut noter qu'il n'y a pas d'adhérence au niveau de la paroi postérieure du frontal sur les bosses orbitaires. Et par contre, concernant l'arachnoïde, j'attire votre attention sur l'absence des citernes et ces arachnoïdes de l'impact qui transmet directement par le chien. Le deuxième rapport, c'est la lobe frontale, la partie inférieure de lobe frontal, qui est représentée par le gyrus, que vous voyez, gyrus rectus, et le gyrus orbiteur antérieur, médial et latéral postérieur. Donc, la base de la région polaire, elle est en contact intime avec l'os, du fait de l'absence de citernes pour les protéger de la fréquence des contusions. Donc, enfin, il faut noter qu'il y a un risque particulier de cette région, qu'il y ait la traversée de certains nerfs, de certains éléments musculaires très importants comme la carotide et le sulcus caverneux, un petit peu en arrière, si on veut dire. J'attire aussi votre attention sur le complexe naso-maxillo-fronto-orbitaire, il me paraît très important de parler sur le plan physiopathologique, car c'est une zone de convergence et d'épuisement des traits de fracture. Il est divisé en deux zones, on peut diviser en deux zones différentes sur le plan biomécanique. Une zone antérieure dense, résistante, exposée aux impacts antérieurs, représentée par l'épine nasale, glabelle, l'arcade orbitaire avec les sutures maxillaires, nasomaxillaire, et une zone postérieure qui est grêle, fragile, qui constitue la peau fronto-étumidale, labyrinthe étumidale, la profile. Donc cet ensemble, il s'appuie sur le corps, qui est très résistant. Merci, je vous remercie.